En moins de 24 heures, 3 femmes différentes m'ont violemment agressé, sans un mot. La police était inutile. Mon mari et mon amant, injoignables. J'étais seul et terrifié, jusqu'à ce que la dernière agresseuse laisse tomber une photo de son sac. Une photo de moi, une photo que personne n'aurait jamais dû voir. Au diable, la police. Qu'est-ce qu'ils espéraient? Une description physique complète? Mon agresseuse était une femme, la trentaine, probablement. Elle portait un chapeau et des lunettes noires. Essayez de deviner un âge derrière ça, vous. C'était la meilleure description que je pouvais donner. Je ne suis probablement pas très cohérente. Je vais commencer par le début, peut-être que ça aura plus de sens. J'espère vraiment qu'en écrivant tout ça, les choses s'éclairciront pour moi. Le choc d'être agressé en public sans raison était si éloigné de tout ce qui m'était jamais arrivé que je n'arrivais tout simplement pas à l'assimiler. Quelques heures auparavant, j'étais au sommet du monde. J'avais une vie que j'adorais, avec une belle maison, des comptes en banque bien garnis et un mari qui me vénérait. Mais ce n'était pas la raison de mon bonheur éclatant alors que je quittais le bureau en cette fin de journée de lundi. La vraie raison était moins avouable, mon mari était en déplacement professionnel pour la semaine, et j'avais rendez-vous avec mon amant, Thomas, dès que je serais rentrée et prête. Thomas était une acquisition relativement récente et m'emmenait dans des recoins du plaisir qu'aucun homme n'avait jamais exploré avec moi. C'est pourquoi je marchais d'un pas léger, le sourire aux lèvres, en direction de ma voiture sur le parking du bureau. Je venais de l'atteindre quand j'ai senti une main sur mon épaule. Je me suis retourné pour voir qui c'était, espérant de toutes mes forces que ce soit Thomas, et j'ai vu un point foncé droit sur mon visage. J'ai à peine eu le temps d'entrevoir un visage féminin en colère derrière ce point avant qu'une douleur fulgurante n'explose dans ma bouche. Instinctivement, je crois, je me suis laissé tomber au sol et je me suis mis en position fétale, laissant la femme, qui n'a jamais prononcé un mot, me rouer de coups de pied dans le dos. Elle a dû se lasser à un moment donné, car l'instant d'après, elle était partie. Craignant qu'elle ne revienne, j'ai appelé les urgences. Une ambulance m'a transporté à l'hôpital, où j'ai eu de la chance, arrivant avant l'affluence du soir. J'ai été prise en charge immédiatement. À part une lèvre fendue et quelques contusions, on m'a déclaré en bonne santé, avec un vague avertissement de surveiller les symptômes de commotion cérébrale retardée et le conseil de mettre de la glace sur mes bleus. On m'a renvoyé chez moi. La police m'a interrogé dans la salle d'attente après que le personnel médical ait terminé, mais avec seulement une description vague d'une femme mince aux cheveux blonds portant un chapeau et des lunettes noires, il y avait peu d'espoir d'attraper cette folle. Je ne pouvais même pas leur dire si elle était une vraie blonde, et encore moins fournir un mobile pour l'agression. Je leur ai demandé de me ramener à ma voiture, mais ils m'ont expliqué que c'était contre le règlement. J'ai tenté un de mes sourires de femme sans défense, mais ma lèvre me faisait trop mal. J'ai essayé d'appeler Thomas pour lui demander de venir me chercher et annuler notre rendez-vous du soir, mais il n'a pas répondu. Je n'ai donc pas eu d'autre choix que d'appeler un taxi. Mon nouveau plan pour la soirée était d'acheter une bouteille d'analgésique, probablement de la vodka ou d'y ajouter de la glace pour mes contusions, et de prendre un long bain chaud jusqu'à ce qu'il soit l'heure d'appeler mon mari après sa journée de travail. Il savait toujours comment donner un sens aux choses pour moi et me faisait rire quand j'étais déprimé. Après que je lui aurais raconté ce qui s'était passé, je ne serais pas surprise qu'il laisse tout tomber pour faire les 4 heures de route qui nous séparaient. J'ai toujours été sa priorité. Je suppose que j'étais rentré depuis une trentaine de minutes. Le bain était plein et la glace refroidissait mon martini quand on a frappé à la porte. Pensant que c'était la livraison de mon repas chinois à emporter, j'ai ouvert. Quand je me suis réveillé, je n'avais que de vagues souvenirs de ce qui s'était passé. J'ai essayé de m'asseoir, mais j'avais un mal de crâne atroce. En reposant doucement ma tête, j'ai senti mon visage. Quelque chose avait séché dessus. J'en ai gratté un peu et j'ai regardé le résidu sous mon ongle. Du sang. Oh non. Doucement et très prudemment, j'ai palpé tout mon visage. Les sourcils, les pommettes et la mâchoire n'étaient pas entaillés. Mon nez était douloureux mais semblait intact. J'ai remercié les dieux qu'il ne soit pas cassé. J'ai tourné la tête lentement. Il y avait aussi des éclaboussures de sang séché sur le sol. Quelle que soit mon agresseuse, elle a dû me frapper fort. J'ai continué mes explorations. J'avais une bosse à l'arrière de la tête et s'était contusionné aussi, probablement là où j'avais heurté le sol en tombant. Péniblement, je me suis redressé. Ma tête a protesté.
J'ai claqué la porte et j'ai titubé jusqu'au canapé, où je me suis pratiquement effondré. Je crois que j'ai eu des hallucinations pendant un moment. Mon cerveau a conjuré des images qui défilaient dans mon esprit, à mi-chemin entre des souvenirs et des séquences de films. C'était bien une femme, trapue, avec de longs cheveux noirs et des sourcils presque broussailleux. Le reste de son visage était masqué par une écharpe. C'est tout ce que j'ai vu, à part une sorte de manche en bois ou de batte qui arrivait droit entre mes yeux. Je me suis réveillé complètement confuse, toujours sur le canapé. L'horloge au-dessus de la cheminée indiquait 4h25 du matin. J'avais un mal de tête épouvantable. Le moindre mouvement était comme une boule de bowling qui cognait contre les parois de mon crâne. En titubant vers la cuisine, j'ai senti une douleur à l'aine. Quelle que soit cette femme, elle a dû me mettre un grand coup de pied dans l'entrejambe, à en juger par la sensation. Le coup avait atterri sur ma lèvre gauche et l'intérieur de ma cuisse. J'ai avalé 2 antidouleurs puis j'ai vacillé jusqu'à la salle de bain. Le miroir ne renvoyait pas une très jolie image. L'objet qui m'avait frappé avait manqué mon nez de justesse, mais j'avais une joue meurtrie et un œil au beurre noir. Qui était cette femme, bon sang? Et l'autre, cet après-midi. Pardon, hier. Bien que je sois agent immobilier, je ne pensais pas m'être fait d'ennemis, du moins pas au point de me faire tabasser. Mais qu'est-ce qui se passait? Je me suis demandé si je devais appeler une autre ambulance, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Le médecin, hier après-midi, m'avait dit de surveiller les signes de commotion retardés pendant 8 heures. Cela faisait déjà plus longtemps que ça depuis le 2e coup. J'ai aussi hésité à appeler la police, mais là encore, j'ai renoncé. Notre porte d'entrée n'était pas visible depuis l'extérieur de la propriété, et j'avais encore moins d'informations à leur donner que la dernière fois. Pourtant, une femme qui m'agresse au hasard, c'était une chose, c'était tout simplement bizarre. J'ai décidé, malgré l'heure tardive, d'appeler David. Il saurait quoi faire. Oh, misère, David. Qu'est-ce qu'il a dû penser quand il a essayé de m'appeler hier soir, comme il le faisait toujours, et que je n'ai pas répondu? Il aurait essayé mon portable et le téléphone de la maison, puis se serait demandé où j'étais. J'espère que ça ne l'a pas fait penser que je m'éclipsais de la maison quand il n'était pas là. J'avais toujours été incroyablement discrète dans mes liaisons. Ne serait-ce pas ironique d'être trahi par un faux indice? J'ai pris mon portable et j'ai vérifié combien d'appels manqués j'avais de mon mari. Étrange. Il n'y en avait aucun. J'ai pris le téléphone fixe et j'ai consulté les derniers appels. Le dernier appel sans réponse datait de 3 jours. Qu'est-ce que... Je ne me souvenais pas de la dernière fois que David ne m'avait pas parlé quand il était en déplacement. En fait, ça faisait partie de mon organisation pour être tranquille, je l'appelais normalement sur le téléphone de son hôtel, prétextant les prétendus dangers de l'utilisation excessive du portable, avant d'aller retrouver mon amant dans un motel ou, très rarement, de l'inviter ici. Ça m'a rappelé que j'avais appelé Thomas avec mon portable l'après-midi précédent et que je n'avais pas encore effacé l'historique. Je n'étais pas assez stupide pour enregistrer son numéro, et sans trace, il n'y avait pas de preuves. Il y avait quelques photos sur ce téléphone qui ne devraient jamais voir le jour, mais mon téléphone était le seul endroit où elles étaient stockées, et elles y étaient bien cachées. J'avais aussi pris la précaution de ne pas le verrouiller avec un mot de passe ordinaire ou un de ces schémas où juste mon empreinte digitale et un mot de passe énorme et sécurisé. David pense que c'est une exigence professionnelle de ne pas partager mon mot de passe. Les rares fois où il avait besoin d'utiliser mon téléphone, je le déverrouillais pour lui et ne les quittais jamais des yeux. Je pensais qu'il était plus sûr de les stocker sur mon téléphone, que je pouvais protéger, que sur tout autre support qui pourrait être découvert. J'ai supprimé l'appel que j'avais passé à Thomas, laissé un message sur sa boîte vocale et noté qu'il n'avait pas non plus retourné mon appel précédent. C'était bizarre que David n'ait pas appelé. Malgré l'heure matinale, je l'ai appelé. J'avais vraiment besoin d'entendre sa voix réconfortante. Je suis tombé directement sur sa messagerie, ce qui était étrange. Peut-être qu'il avait égaré son chargeur et que sa batterie était à plat, ou quelque chose du genre. Ce ne serait pas la première fois. À ce moment-là, il était plus de 5 heures du matin, et j'avais une visite à 9 heures. Impossible de me présenter dans cet état, alors j'ai sorti plus de maquillage que d'habitude pour tout camoufler. Après tout, j'en avais toute une collection. Je devrais probablement expliquer. Vous voyez, pendant tout le lycée, j'étais la fille banale. Vous l'avez tous rencontrée,
celle qui regarde depuis la touche pendant que tous les garçons qu'elle jugeait intéressants l'ignoraient pour courir après les filles sportives, populaires et précoces. Je me suis toujours targué de ne pas être comme certaines des autres filles banales. Elle couchait à droite à gauche, croyant à tort que la popularité sexuelle était une forme de réussite. Moi, j'étais donc encore vierge quand j'ai quitté l'école à 16 ans. Mes parents n'avaient pas de grandes ambitions pour moi. Ils m'ont volontiers soutenu pendant que je suivais des cours du soir pour obtenir divers diplômes administratifs, tout en travaillant comme serveuse pendant mon temps libre. J'ai finalement perdu ma virginité avec quelqu'un que j'ai reconnu, mais trop tard, comme un manipulateur. Je l'ai compris quand, après une intimité rapide et inconfortable dans sa chambre d'hôtel, il m'a demandé de partir le lendemain matin. J'ai mis ça sur le compte de l'expérience, pensant que cet épisode avait fait de moi une experte pour déceler les hommes. Ce n'était pas le cas. Mes 2 liaisons suivantes se sont terminées de manière tout aussi désastreuse. La 3e était avec un garçon qui avait encore moins d'expérience que moi. Je l'ai largué après la première nuit. C'est comme ça que j'ai vogué dans la vie jusqu'à mes 20 ans. C'est à ce moment-là que David est rentré à nouveau dans ma vie. David avait 1 an de plus que moi au lycée, de l'extérieur, il était mon équivalent masculin. Il était grand et mince, mais rien d'autre chez lui n'attirait vraiment le regard. Nous avons commencé à discuter au restaurant où je travaillais, où il avait amené des clients pour le déjeuner. Dès notre première rencontre, j'ai compris que c'était un homme avec un plan de carrière clair et la détermination pour y arriver. J'ai accepté son invitation à un rendez-vous, et le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. J'ai couché avec lui environ 2 semaines après le début de notre relation. C'était évident que nous étions tous les deux si inexpérimentés que c'en était gênant. Cependant, nous étions prêts à apprendre, et c'est exactement ce que nous avons fait, ensemble. Si je devais décrire ma vie dans les 12 mois précédant mon 21e anniversaire, j'aurais dit, épanoui. J'avais un petit ami qui avait de l'avenir et qui, de toute évidence, m'aimait à la folie. Nous n'étions jamais invités dans les cercles mondains, mais aucun de nous ne trouvait ça important. Nous avions emménagé ensemble dans un appartement, et je suivais une formation d'agent immobilier, payée par David, quand le jour de mon anniversaire fatidique est arrivé. David fêtait sa première grosse prime en dépensant une bonne partie pour moi. Il y avait ma propre voiture, un bon pour 2 jours avec une conseillère en images personnelles, et une bague de fiançailles en diamant bien plus grosse que tout ce que j'aurais pu imaginer porter. J'ai dit oui au bon moment, j'ai conduit la voiture, mais j'ai gardé le bon de côté. Oh, comme j'aurais aimé déchirer ce maudit papier. Si je l'avais fait, j'aurais peut-être aujourd'hui un mari dont le téléphone n'est pas éteint et un visage sans contusion. David m'a rappelé l'existence du bon plusieurs fois, mais je me suis plongé dans l'organisation d'un mariage simple, aucun de nous n'ayant une longue liste d'amis. Finalement, j'ai décidé de l'utiliser comme une petite récompense pour me détendre avant le grand jour. C'est là que j'ai découvert à quoi servait réellement ce bon. J'ai passé 2 jours avec Caroline. C'était une femme d'une 30aine d'années, élégante, avec je ne sais quelle qualification, mais qui avait un œil incroyable pour mettre en valeur la féminité. Notre premier arrêt fut chez un coiffeur, où l'on m'a poussé à une transformation radicale. Je dois avouer que j'étais nerveuse du résultat. Le reste de cette première journée a été consacré au shopping. Caroline m'a fait passer devant mes boutiques préférées pour m'emmener dans les quartiers plus chics. Autant dire qu'en début d'après-midi, Caroline utilisait mon téléphone pour que David fasse une réanimation d'urgence à ma carte de crédit. À la fin de la journée, je me suis regardé dans le miroir avec ma nouvelle coiffure et mes nouveaux vêtements, et j'ai presque appelé Caroline pour lui dire de ne pas se déranger pour le lendemain. Les cheveux et les vêtements étaient faits pour quelqu'un de beau. Oh, pourquoi ne l'ai-je pas fait? Le lendemain, nous étions au salon de beauté à 8 heures du matin. J'ai eu droit à une pédicure, une manucure, un soin du visage et un massage du cuir chevelu. Puis, on m'a présenté à Colin. Colin était flamboyant et énergique, avec une personnalité hors du commun, et, si l'on en croyait ses dires, il avait été le maquilleur de quelques très grandes stars. Lui et Caroline ont utilisé mon visage comme une toile pour peindre, sculpter, tailler et illuminer pendant les 2 heures suivantes, avec plusieurs essais et corrections. Je n'ai pas eu le droit de me voir dans un miroir avant qu'il ne me déclare parfaite. Quand je me suis levé et que j'ai vu mon reflet, j'ai reculé involontairement. C'est à ce moment-là que le vrai génie de Caroline s'est révélé. Les vêtements et la coiffure qui semblaient déplacés la veille encadraient maintenant un visage qui, je dois l'admettre, était magnifique.
Je n'arrivais pas à y croire. Le changement était stupéfiant. Caroline m'a arraché à l'admiration de mon propre reflet pour une séance intensive de 2 heures avec Colin, où il m'a expliqué comment il avait révélé le chef-d'œuvre naturel que j'étais. Je les ai remerciés chaleureusement, lui et Caroline, pour cette expérience qui a changé ma vie. Si j'avais su comment elle allait vraiment m'affecter, j'aurais peut-être commis un meurtre sur le champ. David a eu un mouvement de recul amusé quand je suis rentré, mais il s'est vite repris, me disant que tout ce processus avait simplement révélé la personne qu'il avait vue en moi depuis le début. Cette nuit-là fut la plus folle que nous ayons jamais eue au lit, et 3 jours plus tard, nous étions mariés. La réception et la lune de miel ont été une période intense et déroutante pour moi. Des hommes ou de beaux hommes qui ne m'avaient jamais accordé un second regard par le passé se battaient maintenant pour une chance de danser avec moi. Je les prenais au mot chaque fois que David ne s'y opposait pas, il était le premier à admettre que la danse n'était pas son passe-temps favori. Avec toute cette attention, je n'avais pas encore vraiment intégré que les règles du jeu avaient changé. Cette prise de conscience a commencé lorsque l'album photo du mariage a été livré. Je pouvais voir que j'étais absolument stupéfiante et, pour la première fois, j'ai senti que je m'étais marié un peu en dessous de ma condition, un fait qui devenait évident quand on nous regardait tous les deux, debout côte à côte sur les différentes photos posées. Je suppose qu'au fond de moi, je ressens encore cela aujourd'hui, ce qui n'est ni logique ni juste. Que avais-je accompli en 5 ans depuis mon mariage, comparé à David ? Il avait bâti sa propre entreprise à partir de rien et était en passe de devenir millionnaire. Moi, j'avais utilisé mon physique pour devenir un agent immobilier médiocre. Malgré ce score inégal, je me sentais supérieur. 5 ans. Les mois qui ont suivi la révélation de mon vrai moi ont été comme une renaissance. J'étais devenu populaire, complimenté, sûr de mes droits et, oui, en quelques mois, une épouse infidèle. Pour ma défense, il aurait été extrêmement difficile de ne jamais céder à la tentation. Tout à coup, mon esprit croyait toujours être celui d'une femme notée 5 sur 10, mais dans un corps qui en valait 9, et qui se faisait draguer par des hommes valant 9 sur 10. Il m'a fallu me réveiller avec le 3e homme de ce genre pour réaliser qu'il n'était que des versions plus belles du type qui avait pris ma virginité. À partir de ce moment-là, c'est moi qui ai pris les rênes, choisissant mes amants. Alors, dans le présent, le visage meurtri, je me préparais à appliquer une bonne couche d'anticerne et de fond de teint, m'apitoyant sur mon sort. J'essayais le téléphone de David toutes les 15 minutes environ, sans succès. Il m'a fallu 1h30 de superposition de maquillage jusqu'à ce que tout soit caché à ma satisfaction. Je n'ai eu aucune chance de joindre mon mari ni d'expliquer le comportement bizarre de ces 2 femmes. Je me suis fait un café et l'ai bu, me sentant plus seul que jamais depuis des années. Je n'ai jamais eu de facilité à me faire des amis, et avec David qui ne répondait pas, j'étais isolé au moment le plus sombre. Ayant 1 heure devant moi, j'ai envoyé un texto à Thomas pour qu'il m'appelle dès qu'il le pourrait, puis j'ai regardé des bêtises à la télé jusqu'à ce qu'il soit temps de partir pour le bureau. J'ai transporté mon sac d'ordinateur portable et la mallette tape à accent grave-l'œil que David m'avait acheté l'année dernière jusqu'à ma voiture dans le garage. Je les ai posés sur la banquette arrière. En claquant la portière, je me suis tourné vers la porte du conducteur. Je ne sais pas d'où elle est venue. Tout ce que je sais, c'est qu'elle se tenait juste devant moi quand je me suis retourné. Je ne peux que supposer qu'elle devait se cacher le long du mur du garage ou ailleurs quand je suis entré. Encore une fois, tout s'est passé si vite qu'il était difficile de s'en souvenir après coup. Je me souviens être tombé par terre et avoir senti un pied s'abattre sur mes bras et mes mains, que j'avais instinctivement levés pour protéger mon visage. Les coups ont fini par cesser, et je me suis précipité à nouveau vers la porte d'entrée. La férocité de l'attaque était assez choquante, et mon visage me brûlait. Je me suis appuyé un très court instant contre la porte verrouillée avant de tituber jusqu'à la salle de bain du rez-de-chaussée. Le miroir a révélé 3 longues griffures sur ma joue gauche et 2 sur la droite, visiblement causées par des ongles. Ma main droite et mon avant-bras étaient douloureux, mais heureusement, rien n'était cassé. J'ai de nouveau appelé la police, puis David et Thomas, en attendant que les flics arrivent. Aucun des deux n'a répondu. Je me sentais si seul. Juste après 9 heures, le bureau a appelé pour me demander pourquoi j'avais posé un lapin aux clients. Ils se sont à peine calmés quand je leur ai dit que j'avais été attaqué. Travaillant pour une agence immobilière, ils ont évidemment supposé que je mentais ou que j'exagérais l'étendue de mes blessures au visage. Comme je le soupçonnais, la police n'a pas été d'une grande utilité. En fait, j'ai eu la nette impression qu'avec un meurtre et 2 vols à main armée la veille,
je leur faisais perdre leur temps avec des descriptions vagues d'une femme de taille moyenne aux cheveux roux au burn. Qui pouvait être naturel ou teint ou difficile à dire quand la plupart étaient cachés sous une casquette de baseball. Ils ont interrogé quelques voisins pour la forme, puis sont partis après m'avoir demandé si j'avais besoin d'une ambulance. Non, je n'avais pas besoin d'une ambulance. J'avais besoin que mon mari réponde à son téléphone pour que sa douce voix me réconforte dans ma confusion totale. J'ai fermé la porte aux flics, je suis entré dans le salon et j'ai crié à la photo de David et moi posés sur le rebord de la cheminée, « Tu prendras ton chargeur la prochaine fois, David, même si je dois le faire moi-même. » Être attaqué par une femme au hasard n'était pas si inhabituel. 2. C'était statistiquement improbable, mais 3. C'était quasi impossible. Il était donc temps que je réfléchisse sérieusement aux raisons pour lesquelles je m'étais fait autant d'ennemis. Je n'en trouvais aucune. Cette fois, aucune quantité de maquillage ne pouvait cacher les griffures. Pire encore, j'ai dû essuyer les crèmes précédemment appliquées avec des cotons démaquillants pour pouvoir mettre du désinfectant sur mes nouvelles égratignures. On ne sait jamais quels germes cette psychopathe avait sous les ongles. Les cotons me brûlaient atrocement, et le désinfectant me donnait l'impression de m'être versé de l'essence sur la peau. La tâche était rendue encore plus difficile par le fait que ma main droite commençait à se raidir à cause des contusions. À la fin, mon visage était rouge et marbré, et la dernière femme devait porter des talons ou quelque chose du genre. Des ecchymoses aux formes distinctes commençaient à apparaître sur mes mains et mes avant-bras. J'ai réessayé le téléphone de David, ayant désespérément besoin d'entendre sa voix, mais je suis encore tombé sur sa messagerie. Puis je me suis traité d'idiote. Je pouvais lui envoyer un email. Quand il le lirait, il rentrerait à la maison à coup sûr. Le problème, c'est que mon ordinateur portable était dans ma voiture. J'ai descendu les escaliers comme une femme de 90 ans, les ecchymoses sur mon dos, mes jambes et mon aine se raidissaient aussi, mais quand j'ai voulu tourner le pêne dormant de la porte d'entrée, je n'ai tout simplement pas pu. De mauvaises choses attendaient dehors. Je me suis réprimandé pour ma lâcheté. Tous ces séminaires d'agents immobiliers ont enfin servi à quelque chose. Je me suis fait un discours de motivation. La raison de ces agressions restait un mystère pour moi, mais sûrement qu'après que 3 femmes aient déversé leur fiel sur moi pour une raison ou une autre, c'était fini. Probablement une erreur sur la personne, maintenant que j'y pensais. J'ai commencé à voir les choses logiquement. Depuis la porte d'entrée, je pouvais voir la porte du garage mais pas à l'intérieur ni au-delà du mur de l'autre côté. Cependant, si je sortais par la porte de derrière, je pouvais me faufiler et approcher le garage d'une direction inattendue et surprendre quiconque serait en embuscade. J'ai traîné mes pieds de pièce en pièce, regardant par les fenêtres et vérifiant le chemin autour de la maison jusqu'au garage. Le problème, c'est qu'il y avait quelques angles morts où quelqu'un pouvait attendre, et en plus, le jardin arrière était très privé. Si quelqu'un m'abordait là, personne ne le verrait jamais, et on pourrait me faire tout ce qu'on voudrait sans témoin. Je n'étais pas vraiment en état de me défendre, et encore moins de riposter. Je réfléchissais à tout ça quand mon téléphone a sonné. David, enfin. Je me suis précipité dessus, ignorant les protestations de mes membres meurtris et endoloris. J'ai été déçu. Ce n'était pas David, c'était mon bureau. Ils avaient réussi à calmer le client que j'avais planté et organisé une rencontre à la propriété dans 30 minutes. Mes excuses d'être blessé sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Ils fonctionnaient en effectif réduit en ces temps de crise, et si je ne pouvais pas m'en charger, ils m'ont fait comprendre sans ménagement qu'ils pourraient trouver quelqu'un pour me remplacer. Des salauds. Cela me laissait toujours avec le problème de comment atteindre ma voiture en toute sécurité. Une ampoule s'est allumée dans ma tête douloureuse. J'allais appeler un taxi. C'est ce que j'ai fait, en donnant des instructions très précises pour qu'il se gare au milieu de l'allée où je pourrais le voir depuis la maison. Il pouvait toujours y avoir quelqu'un caché derrière le garage ou là et à la limite de la propriété, mais sûrement qu'avec le chauffeur de taxi comme témoin, je serais en sécurité. En attendant le taxi, j'ai fait ce que j'ai pu pour mon visage, ce qui n'était pas grand-chose. Le klaxon du taxi 10 minutes plus tard m'a poussé à faire une dernière vérification visuelle à l'extérieur, puis à sprinter maladroitement jusqu'à la sécurité du véhicule. Je ne me suis vraiment détendu que lorsque nous étions à un pâté de maison de la maison. La conductrice était une femme, ce qui m'a mise sur mes gardes, mais après m'avoir demandé ma destination, elle s'est désintéressée de moi. 15 minutes plus tard, alors que nous approchions de la propriété de destination, j'ai réalisé que j'avais fait une gaffe. Les clés de la maison étaient dans ma mallette,
à la maison, sur la banquette arrière de ma voiture, qui était toujours dans le garage. Si je disais au taxi de faire demi-tour, j'aurais au moins 25 minutes de retard à mon rendez-vous, et le client pourrait bien être violemment contrarié d'être planté une deuxième fois et exiger ma tête à l'agence. J'ai décidé de maintenir le rendez-vous et de me débrouiller. Je pourrais montrer l'extérieur au client et prétexter une erreur administrative pour les clés. Je manquerais presque certainement la vente mais, avec un peu de chance, je ne serais pas viré. J'ai réessayé le numéro de David une fois de plus avant que nous n'arrivions dans l'allée de la maison. Finalement, j'ai dû attendre une demi-heure cette maudite cliente. Elle aussi est arrivée en taxi. C'était une grande femme aux cheveux noirs, la trentaine, plutôt jolie, à moins que ses yeux, cachés derrière des lunettes de soleil, ne la trahissent. Elle portait un de ces énormes sacs à main qui semblaient être à la mode cette saison. Quand elle m'a vu, elle a baissé les yeux sur un bout de papier dans sa main droite avant de le fourrer dans son sac en marchant vers moi. Elle a semblé gober mon excuse à propos du fiasco des clés mais avait l'air agacée alors que j'expliquais que le mieux que je pouvais offrir était un tour de l'extérieur, en regardant par les fenêtres. Heureusement, je connaissais tout de la propriété par cœur, donc je n'ai pas eu besoin de consulter de notes, qui étaient aussi dans la mallette. J'avais dans un coin de ma tête que si elle ne se vendait pas rapidement, les propriétaires pourraient baisser le prix pour que David et moi puissions l'acheter. C'était un quartier charmant et verdoyant, peuplé de jeunes professionnels urbains. David et moi nous y serions bien intégrés. Nous avons atteint le jardin arrière, où j'ai montré le spacieux atelier d'artistes séparé de la maison principale. Après avoir énuméré ses caractéristiques, je me suis dirigé vers la fenêtre de ce que je savais être la chambre principale, regardant à travers une ouverture dans les rideaux pour voir la qualité de la vue. J'ai entendu un son incongru derrière moi. Avec le recul, je le décrirais comme un clic. En me retournant brusquement, j'ai vu que la cliente tenait une de ces matraques télescopiques que l'on voit dans les magazines féminins pour la défense personnelle. Le visage de la cliente était passé de joli à déformé par la haine. Je pense que... a-t-elle sifflé avant de balancer la matraque vers moi de toutes ses forces, visant directement ma tête. La douleur a été atroce quand elle a heurté mes avant-bras levés à la hâte, et j'ai littéralement entendu un os se briser. Je pense que la femme enragée l'a entendu aussi. La colère a semblé s'évaporer d'elle, et elle est restée là à me regarder hurler. Quand j'ai baissé mon bras et que la douleur a vraiment frappé, il a dû lui rester un peu de colère, car elle m'a frappé sur le côté de la tête. J'ai absorbé la majeure partie du coup avec mon bras indemne, mais cela m'a quand même projeté au sol. La furie a dû partir car quand je suis sorti de ma torpeur, toujours par terre, elle avait disparu, et j'étais toute seule. Elle était peut-être partie, mais la chose qui avait dû tomber de son sac à main quand elle avait sorti la matraque ne l'était pas. C'était le bout de papier que je l'avais vu fourrer dans son sac en arrivant. Il gisait sur le sol, face visible. C'était une photo, format A5 environ, je suppose. C'était une image familière, une de mes préférées, que j'avais prise moi-même. J'étais totalement confuse quant à la manière dont cette folle avait pu en obtenir une copie. C'était un selfie que j'avais pris il y a environ 3 mois. Mon téléphone était dans ma main tendue quand j'ai pris la photo. Malgré tout, j'étais encore impressionné d'avoir eu la présence d'esprit d'appuyer sur le bouton à ce moment-là, et le bon cadrage était un pur coup de chance. J'étais à genoux et sur les coudes à ce moment-là, le dos tourné vers le plafond, regardant au-delà de mon visage, visiblement en extase. On pouvait clairement distinguer Thomas agenouillé derrière moi avec une expression animale sur le visage. C'était la photo parfaite, prise au moment parfait, et elle m'avait procuré de nombreuses excitations depuis. Je me souvenais encore de la chambre du motel Sidi pour laquelle nous avions payé en espèces, le jour du moment le plus spectaculaire de ma vie. La photo que cette femme avait utilisée pour m'identifier. À en juger par sa colère, c'était Madame Thomas, je présumais. Je n'avais jamais interrogé Thomas sur sa femme, tout comme nous n'avions jamais parlé de David. Je n'avais tout simplement pas jugé cela assez pertinent pour y penser avant. Soutenant mon bras cassé, j'ai roulé pour me mettre en position assise. Pas de débat interne pour savoir s'il fallait appeler une ambulance cette fois-ci, je l'ai fait. Pas de police, cependant. Cette voie mènerait à l'exposition de mes liaisons, ce qui mènerait à ce que David le découvre, ce qui mènerait à quelque chose de terrible. Comment diable la femme psychopathe et armée d'une matraque de Thomas avait-elle mis la main sur cette photo? Voilà la question qui occupait mon esprit pendant que je titubais pour rejoindre l'ambulance à l'avant de la propriété. Je n'avais jamais partagé cette photo avec personne ni aucun autre appareil.
Pas même Thomas. Mon téléphone avait-il été piraté? C'était la même infirmière de triage à l'hôpital, et elle allait appeler la police, mais je l'en ai dissuadée, la convainquant que c'était un accident. Elle a regardé mon bras et les griffures sur mon visage et ne m'a clairement pas cru, mais elle a respecté mes souhaits après que j'ai vigoureusement secoué la tête quand elle a simplement demandé « Votre mari ?» Ils m'ont plâtré le bras, ne m'ont pas hospitalisé, n'ont pas réussi, tout comme moi, à joindre David, puis m'ont mise dans un taxi avec des analgésiques puissants. Le chauffeur de taxi a eu la gentillesse de m'accompagner jusqu'à ma porte d'entrée. Il a même attendu que je l'ouvre, que j'entre et que je me barricade à l'intérieur. Malgré les conseils médicaux, j'ai avalé les analgésiques avec une grande une très grande vodka, tout en concoctant une histoire à raconter à mon mari. J'avais laissé des messages sur sa messagerie après 3 des attaques. Il serait très confus et inquiet quand il rechargerait son téléphone et les entendrait. J'ai essayé de l'appeler à nouveau, sans succès, puis je me suis souvenu de mon idée de lui envoyer un email. Mon ordinateur portable était toujours dans la voiture, et il faisait nuit maintenant, donc il n'y avait aucune chance au monde que je risque une autre agression pour le récupérer. Puis je me suis souvenu de notre vieil ordinateur de bureau. Nous l'utilisions avant d'avoir tous les deux des ordinateurs portables, et David, une fois de temps en temps, continuait de l'utiliser quand il voulait voir quelque chose sur un écran plus grand. Même s'il était peu utilisé, il était toujours là, dans le bureau. Je l'ai allumé, puis je suis allé remplir mon verre de vodka. Quand je suis revenu, il y avait le petit sablier qui tournait à l'écran et le mot synchronisation en dessous. Synchronisation de quoi? Je suis allé aux toilettes, ce qui a pris un certain temps. Essayer de défaire une fermeture éclair latérale sur un pantalon avec un bras en écharpe. Quand je suis retourné au bureau, l'ordinateur avait fini de se synchroniser, et ce avec quoi il se synchronisait a été horriblement révélé à l'écran. Eh bien, voilà qui explique tout. Absolument tout. Qui étaient ces horribles femmes et pourquoi elles m'avaient fait ça? Cette connaissance était presque réconfortante après la confusion totale des événements des 24 dernières heures. Ce que l'économiseur d'écran de notre vieil ordinateur de bureau montrait, cependant, expliquait bien plus que ça. Il montrait pourquoi, pour la première fois depuis une éternité, mon mari ne m'avait pas appelé pendant son voyage d'affaires, et pourquoi il ne répondait pas à son téléphone. Pourquoi il ne m'appellerait peut-être plus jamais. Comment j'avais été une femme arrogante et avait très probablement détruit le reste de ma vie. Je suis arrivé juste à temps aux toilettes avant de vomir douloureusement. J'ai touché le côté gauche sensible de mon visage, puis j'ai senti l'ecchymose et les griffures sur la droite avant de quitter la salle de bain pour éteindre le moniteur qui affichait les photos écœurantes et dévastatrices de l'économiseur d'écran sur l'ordinateur que je n'utilisais presque jamais. Il affichait le contenu de mon téléphone, plus précisément, les photos qui s'y trouvaient. Elles défilaient maintenant sur l'écran de l'ordinateur, changeant toutes les 10 secondes environ. De manière incongrue, des photos de maisons ou de détails intérieurs alternaient avec des clichés bien plus explicites. Je me souviens qu'il y a quelques semaines, mon patron a fait venir une société de technologie pour mettre à jour nos téléphones. J'avais surveillé comme un faucon pendant que le technicien manipulait le mien. Il était évident pour moi maintenant qu'au moins un des changements qu'il avait fait avait provoqué la diffusion des photos que j'avais si soigneusement cachées vers l'ordinateur de bureau, avec le reste de mon dossier photo. Et si elles avaient été vues par le vieil ordinateur, auraient-elles pu? Oh non. L'ordinateur portable de David était bien plus moderne que le vieux PC de la maison. Un sentiment d'effroi m'a envahi alors que j'imaginais David regardant la centaine de photos trophées, des photos destinées à mon seul plaisir visuel, des photos de moi et de divers hommes dans diverses positions. Pouvais-je imaginer David recadrant celles qui montraient les visages de mes amants, les imprimant, les emmenant à mon travail et comparant les visages aux noms sur leur dossier avec notre réceptionniste qui avait toujours eu un faible pour lui? Malheureusement, oui, je le pouvais. Des noms mènent à des adresses et à des épouses qui voient des photos non recadrées, des épouses qui, dans mon cas, mènent à des os brisés et des ecchymoses. Après un autre appel sans réponse au téléphone de mon mari, j'ai péniblement monté les escaliers et vérifié son placard. Ce que j'y ai vu n'a fait qu'assombrir ma dépression. Puis, bravant les horribles photos sur l'économiseur d'écran du vieil ordinateur, j'ai rallumé le moniteur et me suis connecté au site de notre banque en ligne. Là, j'ai vu des chiffres minuscules là où il aurait dû y en avoir de grands. J'ai baissé la tête. La réalisation de la femme gâtée, calculatrice et infidèle que j'étais devenue m'a frappé. Le coup était aussi douloureux que toutes mes blessures physiques réunies.
Pas seulement ma pensée que je méritais de m'offrir des hommes qui, visuellement du moins, étaient à ma hauteur, mais de le faire d'une manière si cavalière. Étant dans l'immobilier commercial et résidentiel, il n'y avait jamais de pénurie de clients masculins parmi lesquels choisir, et je choisissais. Peut-être qu'au début, je veillais à être super prudente avec mes amants. À l'époque, j'avais une règle stricte, pas de photos, de vidéos ou de traces d'aucune sorte. Oh, j'ai fait quelques erreurs en cours de route. J'ai failli être démasqué par un type qui voulait continuer une relation au-delà du moment où elle était terminée pour moi. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de me limiter aux hommes mariés qui avaient autant à perdre que moi. Mais je suis devenue complaisante et j'ai assoupli certaines de mes règles quand il est devenu évident que David me faisait une confiance aveugle. Erreur. Grosse erreur. Énorme. J'aurais dû m'en tenir à la règle du pas de photo. Je m'en suis voulu pour mon arrogance absolue, me demandant comment j'avais pu permettre cela. J'étais devenue la fille populaire que je rêvais d'être à l'école et, d'une manière ou d'une autre, j'avais dû valider cette popularité en couchant avec tous les sportifs. Mon arrogance était de penser que mon mariage était garanti de survivre à la révélation de ma vraie nature à mon mari. Maintenant, je ne suis pas assez stupide pour avoir cru que David ne découvrirait jamais mes passe-temps, mais j'avais depuis longtemps élaboré un plan pour cette éventualité, un plan que j'étais convaincu que David accepterait. Après tout, il ne trouverait jamais une remplaçante de mon calibre et finirait sûrement par me pardonner. Mon plan dépendait du fait qu'il ne connaisse qu'un seul amant. J'ai été faible cette fois-ci, dirais-je. C'était un maître séducteur. Je sangloterai, ça n'arrivera plus jamais, je te le promets. Maintenant, viens au lit et laisse-moi partager toutes les choses que j'ai apprises et que j'ai gardées pour moi. Enfin, pour moi et mes amants. J'avais même prévu de lui offrir mon derrière. Je hurlerais et crierais comme une vierge effarouchée, et il ne saurait jamais que c'était maintenant un chemin bien fréquenté, une récompense souvent utilisée pour les amants particulièrement méritants. Mon esprit divaguait. C'était peut-être juste une tentative d'auto-préservation de ma part, retardant la conclusion inévitable que David n'allait pas me pardonner. Il ne m'avait pas découverte au lit avec un seul autre homme, déclenchant ma réaction longuement répétée. Comment aurais-je pu anticiper qu'il me surprendrait virtuellement avec des dizaines de mes amants en même temps? Dans le présent, le visage meurtri, j'ai hurlé. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Est-ce que c'était ce à quoi vous vous attendiez, ou est-ce que l'histoire a pris une tournure que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux de connaître vos pensées. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous, et lançons la conversation. Si cette histoire vous a tenu en haleine, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, et si vous êtes nouveau ici ou si vous n'êtes tout simplement pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous propose des histoires fraîches et captivantes tous les jours, alors cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais rien manquer. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.